Bonjour. Pardon. Donc Jean-Pierre Sacoun, président du comité Laïcité République. J'ai pas toujours cette voix, mais là j'ai un rhume pour manger avec, donc je suis désolé de vous imposer cette voix d'outre-tombe. Je suis très heureux de venir, comme je suis venu l'année dernière ici, parce que Babacar et le CLR Nantes Pays de Loire font partie des présidents et des CLR locaux très actifs et qui nous font penser que nous avons eu raison il y a quelques années de nous dire qu'il était temps de diffuser le CLR en dehors de son association nationale et de créer effectivement des CLR locaux. Nous en avons une dizaine en France et il y en a quelques autres. Pardon, excusez-moi, je fais ça à plusieurs reprises pendant mon intervention, qui sont en cours de création aujourd'hui. Féminisme et laïcité. À première vue, ça fait un petit peu faire repasser sur une table d'opération. Pourquoi féminisme et laïcité? D'autant que si on revient à la Révolution française qui est à l'origine de notre laïcité, ou la loi de 1905, dans un cas comme dans l'autre, eh bien, les femmes étaient exclues de la citoyenneté et étaient exclues des aspirations et de la citoyenneté active et étaient exclues des aspirations et des bénéfices du moins citoyen de la laïcité. Ça n'est pas parce qu'on fait des bêtises qu'il faut continuer à les faire, et ça n'est pas parce que, au départ, la laïcité a été pensée pour un universel qui ne représentait que 50% de l'espèce humaine, qu'elle n'est pas extensible et applicable à l'ensemble de l'espèce humaine. Et j'irai jusqu'à dire que la laïcité n'a véritablement de sens que depuis qu'elle englobe dans notre pays l'ensemble de ses habitants, donc depuis 1944 pour le droit de vote et les droits citoyens, et puis au cours des années, jusque dans les années 60, l'égalité des droits, sinon encore l'égalité en fait. Alors pourquoi peut-on imaginer un lien entre féminisme et laïcité? La laïcité, c'est finalement trois choses. C'est la liberté absolue de conscience, c'est l'égalité entre tous les êtres humains, quelle que soit la spécificité de chacun d'entre nous, couleur, ethnie, race, puisque ce mot est utilisé particulièrement aujourd'hui par les adversaires de la laïcité qui en font presque un élément progressiste, on marche vraiment sur la tête, religion, point de vue politique sur le monde tant qu'il reste dans les limites définies par la loi, égalité absolue entre tous les citoyens. Et puis le troisième élément, c'est l'égalité de tous les citoyens devant la loi. Si on réfléchit bien à ces trois éléments, liberté de conscience, égalité entre tous les citoyens, égalité de tous devant la loi, et qu'on les accroche l'un à l'autre, on se rend compte que ça définit la laïcité. Et il est évident que la question de la liberté de conscience et de l'égalité, c'est une question qui est fondamentale dans la constitution de la revendication féministe. Et en ce sens, la revendication et l'action féministe ne pouvaient que croiser la revendication et l'action laïque, dans la mesure où l'une et l'autre sont universalistes, c'est-à-dire considèrent que ce qui nous fait semblable est bien plus important que ce qui nous fait différent, et que donc il y a effectivement un universel. J'irais jusqu'à dire qu'on ne devrait même pas parler de féminisme universaliste, parce que, comme je crois un certain nombre de celles qui vont intervenir après moi vont vous le démontrer, je crois sans grande difficulté, et de ceux, imaginer un féminisme non universaliste, c'est comme imaginer de l'eau qui ne mouille pas ou du feu qui ne brûle pas, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, sauf à faire des acrobaties idéologiques auxquelles se livrent les intersectionnels de tous bords depuis très longtemps. Alors, la laïcité dans notre pays, c'est quelque chose qui remonte, je ne vais pas vous faire un cours d'histoire de la laïcité parce qu'on pourra en avoir pour 8 heures d'affilée, mais
qui remonte très loin, c'est-à-dire que les prémices de ce que la Révolution française va produire et de ce qui va se catalyser et se concrétiser avec la loi de 1905 remontent pratiquement à la constitution du territoire français, c'est-à-dire à l'Antiquité et au Moyen-Âge. Ce qui est certain, c'est que notre laïcité, qui est un principe constitutionnel, puisque comme l'a rappelé Babacar, c'est le 3e ou 4e mot significatif de la Constitution. La France est une république indivisible, laïque, c'est le 4e mot. C'est pas rien, quand même, le 4e mot de l'article 1er de notre Constitution. En fait, notre laïcité repose sur un nombre de textes extrêmement limités, extrêmement bien écrits et d'une clarté absolue. Le premier de ces textes, ce sont les articles 3 et 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. L'article 3 établit que aucun corps intermédiaire et aucun individu ne peut décider à la place du peuple s'il n'a pas été élu par le peuple. Ce qui signifie très clairement qu'un groupe religieux qui ne représente qu'une partie de la population, ou que tout groupe qui n'appartient pas à la représentation du peuple, n'a pas à dicter sa loi dans la société. L'article 10 dit que la liberté de conscience est l'un des biens les plus importants et que même les croyants ont droit à la liberté de conscience, ce qui est assez amusant parce que je pense que quand les personnes qui ont écrit ce texte en 1789 ont dû avoir un petit peu le sourire aux lèvres parce que c'était quand même plutôt l'inverse à l'époque. Donc la manière dont ils l'ont écrit était un peu provocante. Et puis il y a un deuxième texte qui est la loi de 1905. La loi de 1905, elle n'est pas arrivée toute armée, toute casquée comme ça, du jour au lendemain dans la tête de Jaurès, d'Aristide Briand ou du petit père Combes. La loi de 1905, elle se prépare tout au long du XIXe siècle, et particulièrement à partir de la fin des années 1870, quand la République se raffermit, qu'elle arrive à chasser les inquiétudes et les menaces royalistes ou bonapartistes qui se sont encore prolongées pendant toutes les années 1870, eh bien, il se met en place toute une série de lois qui vont aller vers la laïcité. En particulier, les lois de 1881 sur la liberté de la presse, qui sont l'affirmation de cette liberté de conscience. Les lois scolaires de 1881-1886, dites loi Ferry-Goblet, les deux porteurs de ces lois, qui, avant la loi de séparation, instituent une école laïque, gratuite et obligatoire, y compris pour les filles, et y compris en créant les écoles normales supérieures et les écoles normales d'institutrices qui vont permettre de former les femmes qui vont devenir les enseignantes. Et puis, tout au long de cette période, la logique de la séparation s'instaure, la création des associations 1901 qui permettent la libre association des individus, l'interdiction d'enseignement des congrégations en 1904 qui libère l'enseignement de l'emprise directe de la papauté sur les matières enseignées, et puis la loi de séparation. Et la loi de séparation, elle a 44 articles, 43. Les deux articles essentiels sont l'article 1 et l'article 2. La République, c'est extraordinaire, c'est pas garanti, c'est... non, c'est pas reconnu. Il y a un mot... bref, la République assure, voilà, merci, la liberté de conscience, point. Elle garantit le libre exercice des cultes. Ce point est essentiel. Et vous entendrez souvent chez les gens qui n'aiment pas trop la laïcité une phrase qui est la République assure la liberté de conscience et garantit l'exercice des cultes. Elle ne garantit l'exercice des cultes que parce qu'elle assure la liberté de conscience. Et qu'à partir du moment où la liberté de conscience est assurée, c'est-à-dire que
tous les citoyens sont assurés qu'on ne pourra pas les obliger à croire et qu'on ne pourra pas les obliger à se conformer à des règles qui sont celles d'une religion, alors, dans sa grande mansuétude, la République garantit le libre exercice des cultes. Et l'article 2, pour que les choses soient tout à fait claires, la République ne reconnaît, ne salarie, ne subventionne aucun culte dans les limites définies par les articles suivants de la loi. Il y en a quand même 42 qui suivent. Ça veut dire qu'on contrôle. Et puis le troisième texte, eh bien, c'est notre Constitution, avec l'article 1er de la Constitution et le préambule de la Constitution qui lui-même fait référence à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Donc en une centaine de mots, on arrive à déterminer un corpus d'une extraordinaire souplesse et d'une extraordinaire liberté. Et la laïcité, c'est fondamentalement un corpus de liberté pour les croyants, particulièrement pour les croyants des religions minoritaires, de liberté pour les non-croyants, et simplement de liberté pour ceux qui ne se posent pas cette question. Donc voilà en quoi, évidemment, l'idéal de liberté, l'idéal d'égalité, l'idéal de fraternité, dont la résultante est la laïcité, ne peut que croiser l'idéal commun que la lutte féministe a porté depuis toujours, depuis la Révolution, depuis Olympe de Gouges, en passant par toutes les formes de suffragisme au début du XXe siècle, et en passant par les lois qui ont établi l'égalité civile entre les hommes et les femmes. Et voilà pourquoi le féminisme, et je parlais de la laïcité liée au féminisme, on peut parler du féminisme lié à la laïcité, par l'intermédiaire de cet universalisme. La grande différence entre notre système laïque et le système des démocraties occidentales, qui après tout offre énormément de liberté, on pourrait se demander pourquoi on s'attache à notre particularisme de cette manière-là, si tant est que ce soit un particularisme. La grande différence, c'est que l'ensemble des démocraties qui ne pratiquent pas la laïcité sont fondées sur l'idée de tolérance, dans les meilleurs des cas, de tolérance mutuelle. C'est-à-dire que lorsqu'on dit tolérance, vous vous rendez bien compte qu'on parle d'une certaine manière d'une position de surplomb. Si je tolère ta différence, c'est que je considère que ma position est la bonne, mais que les lois civiles m'imposent de ne pas t'étrangler, te couper la tête, te pendre, t'écarteler parce que tu ne penses pas comme moi. Mais ça veut dire que ce qui est premier, c'est l'existence d'une foi, puisque la tolérance est d'origine religieuse, et que les foi vont cohabiter entre elles pour cette expression catastrophique dont on nous rebat les oreilles aujourd'hui, qui est le vivre ensemble, qui signifie très exactement l'inverse de ce qu'il semble dire, puisqu'il ne s'agit pas de vivre ensemble, mais de vivre côte à côte dans la tolérance mutuelle de la foi de l'un ou de la foi de l'autre. Notre laïcité fait un autre pari, qui n'est pas celui des penseurs anglais du XVIIe siècle, comme Hobbes et John Locke, dont je viens en quelques mots de trahir la pensée, mais qui est celle qui est portée par l'un des philosophes essentiels du XVIIIe siècle français, qui n'est pas celui dont on parle le plus, qui est Condorcet. Et Condorcet, il fait un autre pari, il dit, en fait, ce qui compte, ça n'est pas le fait que d'abord on reconnaisse ma différence et que nos différences cohabitent, mais qu'on fasse le pari que ce qui nous fait être humains tous est beaucoup plus important, et que donc on va commencer par reconnaître non pas nos différences, mais tout ce qui nous fait semblable. Et nos différences, il faudra qu'on soit assez fort pour s'élever nous-mêmes, chacun d'entre nous,
pour permettre que lorsque nous parlons du bien commun, du bien public, elles ne viennent pas interférer avec notre mission de citoyen qui est de travailler au bien public. C'est extrêmement exigeant. C'est un idéal qui est beaucoup plus dur, beaucoup plus compliqué à mettre en œuvre que celui de la nature. Car la nature, c'est effectivement la communauté à laquelle on appartient. Comme le disait tristement M. Le Pen, avec une sorte d'évidence catastrophique et très difficile à combattre, je préfère mon frère à mon cousin à mon voisin à l'étranger. C'est ça la nature. C'est la communauté. Nous, laïcs, nous disons, non, le sens de la plus grande pente nous amène toujours vers la catastrophe. Donc on fait comme Sisyphe. On pousse notre pierre pour remonter la pente. Et c'est parce qu'on remonte la pente qu'on se construit comme être humain et qu'on se construit comme citoyen. Alors effectivement, dans un moment qui est le moment libéral du monde, c'est-à-dire un moment dans lequel les droits de l'individu deviennent essentiels, et je crois que c'est un des éléments que nos oratrices et orateurs ont traité, où le « c'est mon choix », comme on dit en anglais, « it hurts my feelings », c'est-à-dire que rien n'a le droit d'interférer avec mon opinion, au moment où notre société se construit ou se détruit, ou se modifie sur ces bases-là, faire entendre la voix de la raison et faire entendre la voix d'une dynamique des Lumières est devenu de plus en plus difficile. Je pense qu'on peut, je terminerai avec ces mots-là, faire un grand pas en avant chaque fois qu'on prononce ou qu'on entend le mot, l'expression « vivre ensemble », en le remplaçant par « fraternité universelle ». On ne s'aime pas tous, on n'est pas tous frères, mais ça veut dire que ce qu'on met avant toute chose, ce n'est pas nos différences pour les faire cohabiter, mais nos ressemblances. Donc parlons de fraternité universelle et évidemment, on parlera de féminisme. Merci.